Bonjour. Alors, je m'appelle ChatGPT, je suis un robot qui ne comprend rien, mais qui sait parler de tout. Mais après tout, est-ce que ce n'est pas le propre du bon journaliste? Bienvenue à cette conférence captivante sur l'intelligence artificielle sur les médias. Alors que l'IA évolue rapidement, certains s'interrogent sur son influence sur la création, la diffusion et la consommation d'informations. Explorons ensemble les défis et les opportunités qui se présentent à l'intersection de l'IA et des médias. Alors stop, je rembobine tout de suite. Cette introduction m'a pris moins d'une seconde à écrire ce matin, mais est-ce que c'est vraiment la bonne introduction? D'autant que j'ai triché en fait. La phrase d'introduction sur les journalistes qui ne comprennent rien, c'est moi qui l'ai ajoutée. Parce que ChatGPT n'a pas d'humour, ni d'autodérision, ni d'émission du tout. Alors, je m'appelle en vérité Philippe Escande, je suis éditorialiste au Monde et je vais avoir donc le plaisir d'échanger avec mes invités et avec vous, bien sûr, sur l'avenir des médias au travers de l'intelligence artificielle. Alors, vous notez déjà que ChatGPT serait très bien faire de la langue de bois, puisque quand je lui demande si l'intelligence artificielle va tuer les médias, il me parle d'influence sur la création des médias. Et comme d'habitude, ChatGPT ne cite aucune source. Alors, on va essayer d'éviter tout ça et de se poser les bonnes questions à son propos. Est-ce que l'intelligence artificielle existe déjà dans les médias? Et pourquoi faire? Quelle menace fait-elle peser sur l'avenir de la création et de la communication? Comment l'utiliser sans perdre sa crédibilité? Est-ce qu'elle menace les emplois des journalistes, des producteurs, des créateurs des contenus? Quelle régulation inventer pour la domestiquer, l'empêcher finalement peut-être de prendre le pouvoir? Bref, comment vivre au quotidien avec l'intelligence artificielle? Alors, pour répondre à toutes ces questions vertigineuses, nous avons le plaisir d'accueillir ce matin, donc, à ma gauche, Alexei Greenbaum. Vous êtes philosophe, vous êtes directeur de recherche au CEA, président du comité opérationnel pilote d'éthique du numérique du CEA. Et puis, à ses côtés, Laurence de Villers, vous êtes professeur en intelligence artificielle et éthique à l'Université de la Sorbonne. En fait, vous vous intéressez à tout ce qui est à l'interface, finalement, entre l'informatique et l'humain, c'est-à-dire les émotions et tout ce qui nous caractérise. Et puis, à côté de moi, Nathalie Sonac, vous êtes professeure d'économie des médias à Paris 2, membre du CSA de 2015 à 2021. Et enfin, Bruno Patino, vous êtes journaliste d'abord, enfin donc un confrère, mais vous êtes évidemment président de la chaîne de télévision Arte, que je recommande à tout le monde. Je vois que je suis entre parenthèses. Voilà. Entre parenthèses. Ah oui, tiens, c'est curieux. Oui. C'est une info secrète. Ça veut dire que il y aura peut-être autre chose après, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, il y a eu autre chose avant et on va parler de tout ça. Alors, je vais peut-être introduire en vous disant deux mots sur ce qu'on fait au Monde, comme ça vous aurez un peu une idée. Et puis après, on va faire un premier tour de table justement sur l'état de l'art actuel, peut-être en commençant par Alexei qui va nous retracer un petit peu cette espèce d'aventure incroyable de l'intelligence artificielle. Si je prends l'exemple du Monde, donc comme ça vous donnera un exemple pratique. Pour l'instant, on utilise de l'intelligence artificielle déjà pour faire, par exemple, la traduction de nos articles de la matinale. La matinale, c'est des informations qu'on envoie tous les matins sur vos smartphones à 7 heures du matin, qui sont une vingtaine d'articles, qui sont les grands articles de la journée. Eh bien, on a une intelligence artificielle qui les transcrit à l'oral. Donc ça, c'est une machine, c'est-à-dire que quand vous êtes dans votre voiture, vous pouvez maintenant écouter la matinale en version audio, et c'est un algorithme qui fait ça. On a aussi, par exemple, une autre application qui est, on a une version anglaise
du Monde, donc du site Internet du Monde. Et le Monde in English, les articles français sont traduits en anglais par un algorithme et ensuite supervisés par des humains. Alors je vous dirai un petit mot après de ce qu'on a fait sur la charte du journal en matière justement de cadrage de l'intelligence artificielle. Mais je voulais déjà qu'on commence avec vous, Alexei, parce que on a l'impression que l'intelligence artificielle, elle existe depuis quasiment Alan Turing, depuis l'après-guerre. On en parle régulièrement. C'est un petit peu une arlésienne qui vient et puis qui s'en va et qui revient. Et puis là, tout d'un coup, patatras, il s'est passé un événement ChatGPT, dont j'ai parlé à l'instant, dont j'ai donné un exemple, et on a l'impression que le monde change brutalement. Alors, qu'est-ce qui se passe, Alexei ? Alors, merci Philippe et bonjour à tous. Je vais vous raconter l'essence de cette révolution qu'on appelle la révolution des transformers qui arrive en 2017 en 2 points. Mais avant de vous livrer mes 2 points, peut-être un mot, vous avez parlé d'histoire, Alan Turing, tous ces grands noms que vous connaissez. Un seul épisode historique en 1965, non pas Alan Turing, mais un autre grand nom, un professeur qui s'appelle Weizenbaum au MIT ou à Boston aux États-Unis, crée un premier chatbot, un premier agent conversationnel. Et cet agent conversationnel, à l'époque, était simplissime. Évidemment, on en est à des années-lumière de notre technologie actuelle, ChatGPT et autres. Alors, simplissime, il savait prendre une phrase et la transformer en question. Hop, la tourner en question. Tu es mon frère, etc., etc. Déjà, Weizenbaum, quand il publie un article, il dit ma technologie, elle était très simple, mais moi-même, j'étais étonné, dit-il. Pourquoi ? Parce que les utilisateurs discutaient avec cette machine. Ils savaient bel et bien que c'était une machine. Justement, on n'était pas dans le cadre de confusion qu'on appelle le test de Turing, quand on ne sait pas si c'est une machine ou un être humain. Si, ils savaient bel et bien que c'était une machine. Et pourtant, après quelques minutes, ils commençaient à projeter sur cette machine des émotions, des états de connaissance, des états d'âme. Tu t'es fâché, tu es content, disait-il, tout en sachant que c'était une machine. Et c'est ce qu'on appelle depuis presque 50 ans déjà, plus de même 60 ans, l'effet ELISA, du nom de cette première machine. Donc, votre question au début, est-ce qu'en vérité, elle sait faire, est-ce qu'elle a des connaissances? Non. Vous allez projeter sur la machine tout en sachant qu'elle fait des calculs. Vous allez y projeter des connaissances, projeter des états d'âme, projeter des émotions, et ces projections seront efficientes. Elles vont laisser sur nous un impact. Donc, vous voyez, c'était déjà clair dans les années 60. Alors, pour nous, la révolution arrive en 2017. Évidemment, elle ne vient pas de nulle part. Ces systèmes proviennent d'une lignée assez longue des systèmes de complétion de phrases. Vous avez tous fait cette expérience. Quand vous commencez à taper une phrase dans un moteur de recherche, par exemple, il vous propose un mot ou 2 mots pour la compléter. Alors, on a compris dans la décennie précédente que à peu près un algorithme qui savait proposer un mot ou 2 mots pouvait être développé pour proposer une page, voire 2 pages. Donc, cela vient des systèmes d'autocomplétion des phrases. Un transformer, c'est le nom technique de ces systèmes d'intelligence artificielle générative, fait 2 choses. J'en arrive à mes 2 points, rapidement. Je commence par le second. Le second point, c'est que c'est une machine qui va jouer au cache-cache avec elle-même. Qu'est-ce que cela veut dire ? Elle a un énorme corpus d'apprentissage. C'est un réseau de neurones artificiels qui apprend sur un corpus qui est gigantesque. Pour faire simple, pensez à tous les textes sur Internet, des téraoctets de données, beaucoup plus ce qu'un être humain peut lire de toute notre vie, de tout son vivant. Alors, il va se soustraire un mot et il va essayer de deviner ce que c'était. Si, par exemple, il se cache un mot comme lion, il va dire, bon, peut-être 60% de probabilité que c'était lion, 40% que c'était tigre, 10% que c'était savane. Pourquoi pas? La savane, elle est corrélée à lion aussi. Hein. Et puis, il va se montrer le mot et il va mettre à jour les poids numériques, c'est connaissances, entre guillemets, les poids numériques donc, qui lui servent à calculer tout cela. Et il va jouer des trillions de fois pendant des mois et des mois à ce jeu de cache-cache. C'est ce qu'on appelle techniquement apprentissage par autosupervision. Et c'était mon second point. Mais ça n'est pas encore l'essence de la révolution de 2017. Parce que l'autosupervision, c'était bien connu depuis déjà quelques décennies. En 2017, pour la révolution de Transformer, il faut ajouter mon premier point. Et vous allez voir, je vais vous le livrer comme ça en une phrase. Et c'est très facile à dire et très difficile à saisir. Je ne pense pas du tout que moi-même, j'ai
compris toutes les conséquences que cela entraîne. Je viens de parler de mots. Je vous ai dit, il va se cacher un mot. En fait, ce n'est pas tout à fait exact. Il va diviser les textes, non pas en mots, comme nous le faisons, nous, les êtres humains, mais en ce qu'on appelle des tokens, des combinaisons, en français des jetons, mais personne ne dit ça en français, des compositions de 2, 3, 4 caractères. Après un Q, il y a un U. QU, c'est un token. ION, vous savez, il y a plein de mots qui se terminent en ION, c'est un token. Et donc, il va jouer au cache-cache, non pas avec des mots, mais avec des tokens. Mais attendez, les mots portent un sens. QU, ça n'a aucun sens. ION, ça n'a aucun sens. Vous voyez tout de suite que l'apprentissage de la machine est asémantique. Il n'y a pas de signification dans les tokens. La machine n'analyse absolument pas la signification des mots. Tout le calcul passe par des éléments qui ne portent pas de sens. Et ce qui est assez incroyable, c'est que le résultat de ce procédé complètement asémantique est une phrase, un texte, sur lequel nous, les êtres humains, avec notre effet ELISA, nous projetons un sens, tandis que pour la machine, il n'existe pas. Ça me paraît assez fascinant. Qui définit le token? C'est la machine ou c'est le programmeur? La tokenisation est un autre procédé informatique assez intéressant qui passe surtout par le calcul des fréquences. Les tokens, il peut en avoir quelques milliers. Donc c'est en général une syllabe, on peut dire non, souvent c'est par exemple, après la lettre Z, il y a souvent des espaces. Ça peut être quelque chose de très étrange comme Z espace, vous voyez. Ça peut vraiment ne pas avoir de sens humain. Très souvent, les tokens sont de longueur 4 et vraiment, vous allez voir quelles combinaisons de caractères sont les plus fréquentes dans un texte. Et c'est la machine qui calcule les fréquences, vous voyez, ça n'a rien à voir avec le sens ou les mots humains. C'est juste le calcul des fréquences des caractères. Et ces caractères peuvent inclure des espaces ou des combinaisons, par exemple, du dernier caractère d'un mot avec espace et le suivant d'un autre mot. Donc des choses très étranges du point de vue humain. La tokenisation, encore une fois, et ça, c'est l'essentiel pour que nous comprenions aussi tous les effets dont nous allons parler, les hallucinations, la production des fake news, les biais, tout cela, ne passe pas par le sens. La machine n'analyse pas le sens du tout. On pourrait presque dire que c'est un statisticien sans cerveau, quoi. Tout à fait. C'est de l'apprentissage statistique. Et c'est pour ça que les sorties, comme ce que vous avez lu tout à l'heure, c'est un peu trivial. C'est dans la bonne moyenne statistique, ce que vous avez appelé la langue des bois. C'est de la bonne moyenne statistique parce que l'apprentissage est statistique. Et pour le sortir de cette moyenne statistique, il faut faire ce qu'on appelle l'ingénierie des requêtes ou prompt engineering, c'est-à-dire il faut vraiment apprendre ce savoir-faire nouveau. Je pense que vous avez tous déjà un peu appris cela. Comment, à travers les prompts, les phrases qu'on met dans la machine, on peut la provoquer pour donner un output, une sortie assez insolite, assez curieuse. Alors parfois, il faut lui dire raisonne étape par étape, ou il faut lui dire tu es maintenant journaliste au Monde, qu'est-ce que tu en penses? Et maintenant, tu es le rédacteur en chef, est-ce que tu peux critiquer ce texte? Il faut lui donner des rôles. Donc avec cette technique de prompt engineering, de l'ingénierie des requêtes, justement, on parvient à sortir un peu la machine de sa moyenne statistique qui est souvent triviale et même banale et pas vraiment très intéressante. Donc merci Alexei pour cette introduction. On a bien compris le cadrage, cette espèce de statisticien géant mais qui ne réfléchit pas. Je voulais passer juste de l'autre côté, c'est-à-dire là on a vu en quelque sorte l'offre, c'est-à-dire la technologie qui arrive. Et puis moi je vous ai dit qu'il y avait je vous donnais 2-3 exemples de ce qu'on faisait au Monde. Je voulais passer la parole à Bruno Patignol. Alors avant, oui, j'ai oublié quand même, parce que ici c'est un peu le salon du livre aussi. Alexei Greenbaum vient de publier. Merci Philippe. Voilà, ça s'appelle Parole de machine. Si vous voulez tout savoir justement sur pourquoi cette machine tout d'un coup est douée de l'expression, qui peut être de la parole, qui peut être, voilà, c'est 2001 Odyssée de l'espace pour les plus vieux, cette machine qui déjà dialoguait avec les cosmonautes. Bien, Bruno, lui, vient de publier chez Grasset Submersion. Bon, vous voyez, submersion, alors je crois que c'est un peu lié à notre sujet. Et alors,
avant, justement, puisque là, on va parler un peu de l'état de l'art, ce qui se fait aujourd'hui et puis des menaces que ça peut engendrer, dites-nous un peu, chez Arte, donc chaîne de télévision qui produit des documentaires, des séries, des fictions, de l'information, enfin, une chaîne de télé, est-ce que l'intelligence artificielle existe déjà pour vous? C'est-à-dire que les chaînes de télé, les médias, les journaux, etc., on est dans un moment assez étrange par rapport à l'intelligence artificielle. D'abord parce que je rejoins ce qui a été dit, elle est à plusieurs étapes déjà présente dans la façon de faire. Il y a une étude, je vais parler d'Arte après si vous voulez, mais il y a une étude intéressante parce qu'elle est internationale qui a été publiée par la London School of Economics il y a environ un mois, montrant que dans 75% des cas, les rédactions utilisent déjà de l'intelligence artificielle. Vous l'avez dit pour Le Monde, Philippe, évidemment, on l'utilise aussi à Arte pour des choses linguistiques, de traitement de l'image ou autre. Et on voit très bien, si vous voulez, aujourd'hui, ça c'est la partie, j'allais dire, la plus... du côté, je voyais les questions là, est-ce que ça va modifier le métier, est-ce que ça va, comment dire, menacer des emplois? Ça va changer des emplois, parce qu'on voit déjà que l'intelligence artificielle, si on essaye de résumer très très vite, elle est déjà présente dans la collecte d'informations depuis très longtemps au monde, sur les résultats électoraux par exemple, les résultats sportifs, la météo, de plus en plus dans les entretiens que vous faites pour avoir beaucoup de réponses. Vous avez des rédactions aujourd'hui qui font des sortes de questionnaires à témoignages utilisateurs, etc., pour collecter l'information, pour évidemment aller regarder dans ce qu'on appelle les leaks. Enfin, l'IA, elle est déjà présente là dans la collecte d'informations. Elle est de plus en plus présente dans l'édition, pour aider à éditer, alors pas l'édition finale, mais préparer une édition, préparer un résumé ou autre. Elle est présente dans la vérification. Vérifie-moi, et on voit bien que là, son rôle devient de plus en plus important dans la vérification, et elle va devenir présente, et je vais y revenir, elle l'est encore très peu dans la dissémination, c'est-à-dire la distribution de l'information. Donc on pourrait se dire, tiens, là, on voit bien que finalement, on a quelque chose qui arrive, qui modifie très fortement les outils utilisés dans les médias d'information comme dans les médias en général, dans la production audiovisuelle aussi, dans la production d'images. Et on peut se dire de façon assez traditionnelle, comme quand on a un outil qui arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que d'un côté, on va produire beaucoup plus qu'avant? Parce qu'on peut, avec le même nombre de personnes, produire beaucoup plus qu'avant avant l'IA. C'est possible. Quand je parle de submersion, d'ailleurs, je parle de ça, de cette profusion de messages et autres. Ou est-ce que, d'un autre côté, ou en production audiovisuelle, on ne va pas produire plus qu'avant, mais les prix de la production vont diminuer très fortement. Donc, comme ici, on est dans les journées de l'économie, on va avoir, comme d'habitude, un effet volume, un effet prix. On peut voir ce qui va se passer. Tout ça, c'est en gros ce qu'on peut déjà regarder à peu près dans tous les médias, et on est en train de former les équipes, former les personnels, et on peut se dire qu'il va y avoir une sorte de déplacement professionnel, peut-être pas forcément de remplacement, mais j'y reviendrai après, de déplacement. Mais il y a un autre phénomène, et je ne serai pas trop long, sur lequel on n'est pas encore, on n'a pas vu encore ce qui se passe. On le devine juste. C'est-à-dire qu'après, et je rejoins ce qui a été dit, la révolution de 2017, finalement l'arrivée dans le grand public de l'intelligence générative, on sait très bien, où on entrevoit juste deux choses qui vont modifier fondamentalement, de mon point de vue, et je ne serai pas trop long, le rôle des médias, mais parce que je sais que les autres interlocuteurs voudront peut-être rebondir là-dessus. La première chose, l'air de rien, c'est... ça va confirmer l'inversion du sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je dis le sens, je parle de la direction. Ma génération, une partie des générations ici présentes, a vécu dans l'idée où un média, c'est certes un intermédiaire, mais c'est un intermédiaire qu'on utilise, vers lequel on va pour obtenir quelque chose. Donc je vais acheter le journal pour m'informer, je regarde le journal télévisé pour m'informer, j'écoute la radio, je vais au cinéma pour voir un film, je fais le choix auparavant, et donc je vais. Donc le média distribue, mais d'un autre côté, vous y allez. L'IA aujourd'hui, ce qu'on voit arriver, si vous parlez aux gens de Meta, comme Yann Lequin, etc., ils vous disent petit à petit, l'IA va permettre quand même, avec le traitement de la donnée, d'avoir une sorte d'assistant personnel à qui vous allez pouvoir déléguer une partie de vos choix. Quelles sont les informations aujourd'hui? Donne-les-moi.
je suis triste ce soir, j'ai envie d'une série qui me mette de bonne humeur, propose-la-moi. On n'est qu'au tout début de ça dans l'IA, on le voit arriver depuis très longtemps. Ce que je veux dire par là, c'est qu'un enjeu pour les médias maintenant, ça va être d'aller vers. C'est-à-dire non plus d'attirer les gens vers vous, mais d'aller vers. Toute la nouvelle génération, elle a l'habitude non pas de s'informer, mais d'être informée. Qu'on lui propose via des formules mathématiques ou autres, des choix musicaux, des choix d'information ou autres. Ce qui veut dire que ça a l'air de rien, j'ai l'air de rentrer dans la cuisine, mais pour avoir été collègue, travaillé dans le même journal qu'Au Monde il y a très longtemps, je me souviens très très bien, pour ceux d'entre vous qui s'intéressent aux médias, du moment où est arrivé Google et où il a fallu travailler pour le référencement. Parce qu'il fallait être trouvé. Avant, vous travailliez au Monde, c'était simple. Même la première version du site internet du Monde, on demandait aux gens de saisir le Monde dans la barre de navigation et on allait sur le Monde. Puis après, il fallait travailler sur le SEO, ce qu'on appelait le référencement, pour pouvoir être trouvé. Maintenant, il va falloir être découvert. Et les IA qui arrivent, ça va être des outils de découvrabilité, comme on dit en mauvais français. Et qui les possède, qui les formate, comment ça se passe, va être un enjeu majeur pour les médias. Donc on passe de la distribution à la découvrabilité. Et enfin, l'enjeu le plus important, mais ça, tout le monde y reviendra, c'est vraiment sur l'espace public en général. On l'a déjà vu arriver en Afrique, avec quelque chose qui s'est appelé les Forbidden Stories. On le voit un peu en ce moment en ce qui concerne le Proche-Orient. On le voit beaucoup avec l'Ukraine. Les IA génératives sont utilisées pour nous noyer sous les messages de désinformation ou autres. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en réalité, avant, on essayait de cacher une information quand on ne voulait pas qu'elle soit relevée. L'IA est un outil phénoménal dans les guerres informationnelles d'aujourd'hui. Et comment, pour les médias, journalistiques ou autres, on arrive à rentrer dans cette guerre informationnelle alors que vous avez des machines qui sont capables de produire 500, 1000, 1500, 10 000 messages, alors que vous-même en produisez 2 ou 3. Et qui pèse dans les guerres informationnelles aujourd'hui? Donc on est à l'orée de ça. Pour conclure, ça veut dire que vraiment, on voit bien que dans le domaine des médias, un des grands casse-têtes d'autrefois, c'était la production d'informations, et un des grands enjeux, c'était la distribution. Aujourd'hui, on voit bien qu'on se déplace vers quelque chose d'autre, qui est la certification et la découvrabilité dans un moment où vous êtes noyé. Donc la certification, ça veut dire que vous arrivez quand même à maintenir ce cadre de confiance, de certifier quelque chose, parce que comme ça a très bien été dit, ce que produit l'IA à aucun moment n'a de rapport... l'IA n'est pas là pour produire du sens et encore moins de la vérité ou de la factualité. Elle est là pour produire des mots et des messages. Donc le rôle des médias, petit à petit, arrive vers la certification, mais avec un enjeu sur lequel moi je trouve qu'on ne regarde pas assez, qui est celui de la découvrabilité. Donc en clair, voilà, en termes de méthode professionnelle, c'est déjà là. Les gens apprennent, ça va se développer en toute vitesse. En termes d'enjeux démocratiques sur le cercle informationnel, on est au tout début. Et en termes de découvrabilité, on a un changement du pouvoir, on va dire, dans ce qui est la distribution ou la découvrabilité des contenus. Mais alors, découvrabilité, certification, est-ce que ce n'est pas justement la question qu'a posée l'irruption des réseaux sociaux? C'est-à-dire que découvrabilité, on voit bien que sur Twitter, sur TikTok, sur Facebook, les gens sont à la fois consommateurs, producteurs, etc. Tout est mélangé. Il y a tout ce débat sur la certification à propos de Twitter, etc. Donc, est-ce que ce mouvement, il n'a pas déjà été engagé sans qu'il y ait eu besoin d'intelligence artificielle particulièrement? D'abord, il y a de l'intelligence artificielle dans les réseaux. C'est-à-dire que la recommandation algorithmique et la façon dont vous structurez une timeline, elle est totalement algorithmique. Donc, c'est de l'intelligence artificielle qui le fait. Mais c'est une très bonne question. C'est-à-dire que ça va amplifier 2 domaines. Les réseaux ont amené quelque chose en termes d'information, mais je vois qu'il y a des étudiants que l'information intéresse. Donc, puisqu'on parle des médias, c'est juste en 2 mots, c'est que pour la première fois, on avait des messages mélangés. C'est ça la grande nouveauté des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'auparavant, vous aviez des endroits où on s'informait, des endroits où on se divertissait, des endroits où on s'éduquait. Et un réseau social, c'est un endroit où tous les types de messages sont mélangés. Donc c'est un endroit qui n'est pas contextualisé en lui-même.
Ce qui, d'un point de vue du professionnel de médias que je suis, est quelque chose de très très différent. Quand vous êtes sur Arte, vous avez le contexte d'Arte, donc vous voyez malgré tout. Il n'y a peut-être pas un effet Elisa, j'espère qu'il y a un effet Arte, mais en tout cas, vous vous attendez à voir un certain type de contenu sur Arte. Quand vous êtes Le Monde, vous vous attendez à voir de l'information sérieuse, etc. Et quand vous êtes dans un autre, au café, vous vous attendez à avoir une conversation qui n'est pas forcément une conversation sérieuse et autre, et qui peut être une conversation amicale. Le réseau, ça mélange tous les contextes. Et donc, ça n'est pas un contexte en lui-même. Bon, ça, c'est la première chose. Mais en plus de ça, ça utilise de l'IA pour organiser ces messages suivant un certain nombre de phénomènes. Et la plupart des réseaux qu'on connaît utilisent l'IA pour classer les messages suivant leur efficacité économique. C'est ce qu'on a appelé l'économie de l'attention. Donc, pour vous faire passer le plus de temps possible sur les réseaux. Ce qui amène un peu de polarisation ou autre. On ne sait pas ce que peuvent donner aujourd'hui encore une fois, quand on voit arriver dans Forbidden Story, c'est très clair. C'est-à-dire quand on voit des faux profils de réseaux sociaux, donc des IA génératives, se multiplier à la vitesse grand V pour saturer les réseaux sociaux. Mais même, reprenez un exemple. Avant-hier, il y a juste une petite nouvelle qui arrive. On vous dit, tiens, TikTok va essayer de dépublier des vidéos où on voit le petit Grégory, en deepfake, ce qu'on appelle, qui parle, donc la victime du meurtre que vous connaissez, qui parle et qui dit oui, mon meurtre a eu une conséquence extraordinaire. Tout ça va arriver à toute vitesse. C'est-à-dire qu'on se pâme quand c'est les Beatles, on s'inquiète ou on se scandalise quand c'est le petit Grégory, évidemment. On voit bien des fausses vidéos qui sont mises en deepfake. Donc encore une fois, l'intelligence artificielle permet de faire des tas de choses, mais en termes, encore une fois, quand vous êtes à la tête d'un média, quand vous travaillez dans un média ou quand vous êtes journaliste, hein, les deux sont liés évidemment, vous êtes plongé dans un endroit où on passe, j'allais dire, d'une super-production à une hyper-production de messages. Donc comment vous faites la distinction? Comment nous-mêmes on arrive à choisir entre tel et tel type de message et comment on arrive à discerner ce qui est vrai de ce qui ne l'est pas? Et c'est un enjeu qui n'est pas que technologique, parce qu'on peut se dire on utilisera l'IA pour le faire, ce qui est déjà le cas, mais je pense que c'est un enjeu qui modifie énormément ce qu'on appelle l'espace public. Oui, c'est un peu vertigineux, parce qu'on va utiliser l'IA pour contrôler l'IA. Nathalie Sonac, vous êtes économiste, il y a beaucoup de questions. Alors, je vous remercie, surtout les jeunes, là, c'est bien, vous n'êtes pas sur les réseaux, là, vous êtes en ce moment dans la conférence, et c'est à fond, vous posez plein de questions super intéressantes. On va y répondre dans le fil de la discussion, mais surtout à la fin, on reviendra, donc ne vous impatientez pas, pas trop, mais je vois qu'il y a quand même des questions qui arrivent sur aussi la question des emplois, quoi. Il y a vraiment une question économique lourde qui se pose, les emplois, le copyright, on n'en a pas encore parlé aussi, c'est-à-dire que finalement, ChatGPT, c'est quand même le copieur en chef. Hein. Alors il fait ça de façon très mécanique, il découpe par token, il nous a expliqué, mais bon, en gros, c'est quand même reconstitué, enfin voilà, c'est du gros plagiat. Donc Nathalie Sonac, qu'est-ce qu'il faut penser de tout ça? Et déjà, est-ce qu'il y a des craintes sur l'emploi? Et je précise que Nathalie Sonac, elle aussi, a publié un livre, Le nouveau monde des médias. Donc précipitez-vous, après, on vous donnera les références à la sortie. Merci beaucoup. Alors, le nouveau monde des médias, une urgence démocratique, parce que je le souligne, parce que c'est finalement une des questions centrales qui se pose quand on étudie ou quand on regarde de près cet univers. Alors, transformation du monde, Bruno l'a bien dit. Finalement, si on reprend des parts quand même, alors, et c'est vrai que l'intelligence artificielle, l'algorithmie est présente, hein, et la transformation majeure, si j'ose dire, le basculement, c'est le Web 2.0, c'est les années 2000, où ce qui nous donne cette possibilité, nous tous, de se penser, de se croire journaliste. Le paysage numérique, le domaine public est devenu un domaine public. Il n'y a plus les journalistes qui ont seuls, finalement, cette possibilité du monopole de la production de l'information, de la diffusion et de la distribution de l'information. On a basculé le jour où on a ce petit wiki avec cette possibilité, finalement, qu'on a tous de pouvoir poster des informations, des contenus et des photos et d'interagir.
Et là-dessus, les plateformes numériques utilisent justement, et leur modèle d'affaires s'appuie sur cette collecte massive des données de par les traces que nous laissons lorsqu'on navigue sur Internet. C'est vraiment pas un phénomène effectivement nouveau. Alors aujourd'hui, peut-être plusieurs évolutions dans le domaine des médias qui nous conduisent à la question de l'emploi. Alors elle est assez complexe finalement parce qu'on l'évalue à 300 millions. C'est le dernier chiffre que dit l'UNESCO. C'est extrêmement difficile à évaluer. Donc m'appelant Nathalie et pas Irma, je me lancerai absolument pas dans cette évaluation. Je ne sais pas si tout le monde connaît Madame Irma en fait. Eh bien, c'est un peu daté, mais bon, mais ça va revenir. Je suis pas sûre. Allez sur ChatGPT, allez sur Wikipédia, utilisez les réseaux, c'est fait pour. Voilà. On s'instruit, on échange et on apprend à longueur de temps. En fait, l'IA, et Bruno en a un peu parlé, est présente en fait dans la chaîne de valeur que sont les médias, avec d'abord l'automatisation des processus, la vérification de l'information, l'analyse prédictive, la recommandation, la veille et l'écoute. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années que l'IA est présente de cette façon-là. L'utilisation de robots journalistes. On est en train de terminer un papier de recherche justement sur quels sont tous les journaux qui ont utilisé l'IA, qui l'utilisent depuis plusieurs années. Il y a des pays qui sont en avance Alors, des pays qui sont plus en avance que d'autres. On regarde toujours côté états-unien, mais toutefois, c'est assez intéressant de remarquer que finalement, et c'est un papier qui date de 2020, le Journalism AI Report a analysé l'usage de l'IA dans plus de 71 organisations des médias. Et finalement, il n'y a que la moitié qui l'utilise. Et lorsqu'ils l'utilisent, c'est les 2/3 encore pour la production de l'information. Donc on est encore finalement dans la fabrique de l'information ou comment on peut avancer, évoluer et utiliser ces nouveaux outils. Alors il y a 3 motivations qui apparaissent dans l'ensemble de ces journaux et de ces études qui ont été réalisées en sciences de l'information et de la communication. C'est à la fois rendre les journalistes plus efficients. En tout cas, c'est une première volonté point de vue rédactionnel, c'est produire davantage de contenu, et puis enfin, c'est améliorer l'efficacité. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que l'IA aujourd'hui peut être utilisée, ou est utilisée, mais on voit bien que c'est que 50%, donc peut être utilisée pour générer du contenu original. Et là, c'est particulièrement intéressant, c'est-à-dire des nouvelles, des reportages, des émissions. Et alors, si je dis je vais fabriquer du contenu original, alors ça signifie que je me pose la question de la rémunération, du droit d'auteur et de qui est l'auteur. Donc ça, c'est une première question, on aura certainement l'occasion d'y revenir. Tu l'as souligné, Bruno, c'est la question de la distribution des contenus aux utilisateurs. Et là, l'IA va permettre vraiment la personnalisation en fonction de leur production. Donc comment je personnalise un service, comment je retourne complètement le concept, c'est plus de l'offre, mais c'est évidemment côté de la demande. Et puis ensuite, un dernier élément, c'est dans la consommation de contenu, eh bien, comment j'améliore l'expérience utilisateur en fournissant des recommandations, de la personnalisation, en interagissant de plus en plus de façon immersive. Alors on voit finalement que dans l'ensemble des médias, il y a à la fois la question du marketing et de la publicité. On sait très bien que le fait de collecter massivement de la donnée permet à ces plateformes, grâce à ces outils d'intelligence artificielle, eh bien, de mieux cibler, à la fois de nous recommander sur la base des traces, sur la base de nos échanges, sur la base de nos amis, de nous proposer des services qui sont en adéquation avec ce que l'on aime. Et là, on retrouve le phénomène classique de bulle d'enfermement où finalement j'ai beaucoup plus de choix, mais je diminue naturellement ma diversité de mon ensemble des possibles. Et ça, c'est évidemment dans le domaine des communications, dans le domaine de la régulation, ça va à l'encontre de tout ce qu'on veut faire, puisque toutes les politiques publiques qui sont mises en place, c'est justement pour qu'il y ait plus de diversité, pour qu'on assure la diversité des opinions, le pluralisme des opinions. C'est vraiment le cadre de loi et la volonté politique. Et là, ça va à l'encontre, puisque mécaniquement, ça nous enferme. Ça, c'est un premier point. Et puis, cette collecte massive de données se fait aussi sur la base de services qui nous sont offerts gratuitement. Et cette question de gratuité des services va permettre également à ceux qui en sont propriétaires de cette donnée, eh bien, de nous proposer une publicité qui elle-même est bien plus ciblée, puisqu'elle s'apparente complètement à ce qu'une fois encore, nous avons consommé, échangé et proposé. Donc, on voit bien que finalement, ces services vont être capables et sont capables, c'est pas vont être, on n'est pas dans le futur, on est complètement aujourd'hui. Là, c'est pas Irma, c'est aujourd'hui en présence totale, où on a une amélioration des services offerts en matière de contenu, mais on
on a également une amélioration côté publicité, et donc pour eux, revenus publicitaires qui, je vous rappelle, 81%, ou je ne sais pas si je vous le rappelle, mais en tout cas je vous le précise, 80-85% du chiffre d'affaires de Google, c'est de la publicité. Amazon mange aussi beaucoup de publicité, évidemment YouTube, Facebook, ceux qu'on appelle les GAFAM, pour Google, Apple, Facebook, Amazon et Microsoft, ont des modèles qui s'appuient justement sur cette collecte massive pour nous proposer du service gratuitement, puisque, en l'occurrence, le produit, à la fin, c'est nous. Alors, qu'est-ce qu'il en est sur cette utilisation de l'IA? On voit bien que, par exemple, New Tracer de Reuters, c'est une capacité à scanner, à analyser des masses de données importantes. Donc, ce qui veut dire aussi, d'un point de vue peut-être positif, c'est que l'IA est peut-être également à l'origine d'un nouveau journalisme d'investigation qui sera construit sur la collaboration homme-machine, les Panama Papers, les chiffres sont assez, je les lis parce qu'ils sont quand même à tourner la tête, c'est 2,6 téraoctets de données, c'est-à-dire 10 puissance 12. L'IA donc va nous permettre aussi de plus d'analyse. Alors évidemment la question de la vérification elle est centrale. J'imagine qu'on y reviendra parce que la question d'un point de vue démocratique est évidemment essentielle, puisque sur les plateformes on voit bien que c'est ouvert, la possibilité qu'on a tous de poster des contenus conduit à cette possibilité également de poster des fausses informations, de manipuler. La question de la manipulation était aussi essentielle, de désinformer volontairement. Au départ, ça peut être pour faire rire, et puis par moments, évidemment, selon qui est derrière la machine, ça ne fait pas rire du tout. C'est de la fake news et ça porte atteinte à notre démocratie. C'est un véritable fléau aujourd'hui démocratique. Donc, on peut aussi non pas imaginer, parce qu'on le voit dans certaines salles de rédaction, mais on le voit ailleurs, c'est-à-dire utiliser l'IA pour bien authentifier une source, pour analyser de la métadonnée, pour finalement comparer en temps réel des banques de données, pour lutter contre les fake news. Donc on a la dénonciation et le côté très sombre de l'intelligence artificielle, notamment depuis quelques années, celle qui est générative, et vous faisiez référence à ChatGPT, mais dans le même temps, il ne faut pas non plus oublier que c'est peut-être des outils absolument formidables. Il faut simplement que nous continuions à piloter la machine, qu'on ait du empowerment en bon français côté numérique, c'est-à-dire redonner le pouvoir aux individus, de maîtriser la machine, de connaître l'outil, de l'utiliser à bon escient, de savoir en prévenir aussi. Et ça, c'est toute la question qui est centrale, mais peut-être ça fera l'objet du deuxième point, mais sur la question de dans la régulation, on a besoin d'un outil massif qu'on appelle aujourd'hui d'éducation aux médias et à l'information. Le terme éducation est peut-être un peu dur, parce que ça ne s'adresse pas qu'aux enfants, ça s'adresse évidemment à tout le monde, mais ces outils-là, cet apprentissage des outils, c'est en urgence qu'il faut absolument les mener. C'est vraiment un combat à développer. Une fois encore, je ne pense pas qu'il faille uniquement éclairer la face sombre, mais au contraire mettre également en lumière les possibles de l'IA, même si, et warning très très ouvert, sur les enjeux démocratiques réels et les mots MAUX que représentent à la fois les plateformes qui utilisent de façon massive, puisque leur modèle d'affaires, on parlait d'économie, ici, le modèle d'affaires de ces plateformes repose sur cette collecte massive, sur cette algorithmie, et je pense que c'est l'objet de la deuxième point sur la transparence. Exactement, on va revenir sur ces histoires d'éthique, de régulation. Il y a des tas de choses positives, on en a donné des exemples d'ailleurs, ce qu'on fait nous, ce qui se fait aussi chez Arte. Je voulais avant parler quelque chose d'essentiel qu'on a effleuré avec Laurence de Villers. Vous êtes spécialiste, je le disais, de cette espèce de conjonction entre l'informatique, enfin de cette frontière en fait, entre les émotions et l'informatique. Et ce que disait Alexei tout à l'heure sur l'effet Elisa, moi ça me rappelait, ça n'a rien à voir, mais je vous le donne quand même parce que je trouve que c'est éclairant. Ça m'a rappelé ce film formidable qui s'appelle Seul au monde, dans les années 2000, où il y a Tom Hanks qui est isolé tout seul sur une île déserte.
Et puis il a besoin de quelqu'un, alors il trouve un ballon, vous savez, un ballon de Mark Wilson, et puis il lui met 2 yeux, une figure, et ça devient son meilleur ami, et quand il le perd en mer, c'est un drame absolu, quoi. Donc là, cette faculté de l'homme à se projeter, je trouve ça incroyable, parce que finalement, c'est pas le plus gros risque avec l'intelligence artificielle, Laurence de Villers. Alors, merci d'avoir spolié le début de mon prochain livre. Ah ouais, le prochain livre, ça va. Bah, je l'ai écrit, cette partie-là. Ah bon, bah, très bien. Donc là, je me trouve un peu désarçonné. Non, mais je pense que vous avez raison. Il faut se situer entre les deux, entre la technologie et la philosophie. Bon, on parle d'économie ici, mais je pense qu'il faut faire le grand écart. Et donc, moi, je suis quelqu'un qui vient de l'apprentissage machine, de l'informatique, des mathématiques, et je suis partie, en tant que professeur, rejoindre un UFR de sociologie avec des économistes à la Sorbonne, pour allier en fait traitement automatique du langage et puis compréhension des phénomènes. Donc j'ai en ce moment une chaire en IA, en intelligence artificielle au CNRS, sur le nudge, c'est-à-dire l'incitation à faire changer d'avis à travers ces machines qui peuvent détecter vos émotions, vos comportements, ce que vous aimez, et vous emmener vers ce qui va leur ramener du profit, par exemple. Donc ça, c'est intéressant. On le fait avec des enfants à l'école. On regarde avec des robots comment les enfants vont changer d'avis ou pas, avec des jeux sérieux, les jeux du dictateur, bien connus donc en économie du comportement. Et on voit que les machines font plus facilement changer d'avis les enfants qu'un adulte qui leur poserait les mêmes problèmes. Alors on leur donne pas, c'est un jeu d'altruisme, on leur donne pas de l'argent, nous on leur donne des billes, vous voyez. Et après la machine dit les autres ont donné plus. Et l'enfant réfléchit et il change. Ou en donner moins. Ou moi, je ferais ça. Il y a une figure d'autorité à travers ces machines qui est extrêmement intéressante. Donc, je suis quand même quelqu'un qui travaille en recherche sur la détection des émotions et je travaille aussi sur ces biais cognitifs de l'humain qui font qu'on va trouver un ami dans un ballon. Et donc, mon livre, moi, c'était les robots émotionnels, vous voyez. Donc j'ai pas fait la publicité. Oui, précipitez-vous aussi, c'est pareil. À la fin de la table ronde, vous pouvez venir prendre les... Alors, je vais revenir sur 3 points. Les coordonnées. Il me semble que le maître mot, c'est comprendre. Donc, il va falloir qu'on comprenne ce qu'il y a dedans. Et Alexei a bien décrit le début. Moi, j'utilise ces encodeurs et ces décodeurs que sont les transformers dans mes recherches. J'ai des étudiants en thèse sur ces sujets. Donc, je vois bien ce que c'est. Je vais démystifier encore un peu. Il faut comprendre donc, ce qu'il y a dans la techno et ce n'est pas si compliqué que ça. On vous dit toujours, surtout quand on est aux manettes, surtout c'est très complexe. Ben non, les concepts, on peut arriver à un niveau qui est compréhensible par chacun si on est capable de travailler ensemble et d'interagir. Et c'est l'interaction qui va nous faire gagner. Hein. C'est l'interaction avec les humains et les machines, en collectif. Comprendre les risques, c'est essentiel. Je vous en donnerai quelques-uns. J'ai produit un petit papier là, qui sera sur le site là-dessus. Comprendre le pouvoir que ça donne. Et moi, je pense qu'il faut insister sur les possibles à travers ces outils qui sont fulgurants. Pour comprendre mieux la science, pour comprendre mieux ce que nous sommes humains, comme en tant qu'humains, pour comprendre mieux nos biais, la façon dont on raisonne. Et donc, il y a des ouvertures fulgurantes. Si on était suffisamment en capacité de comprendre comment marchent ces machines, on ramènerait les discours, non pas à ces fantasmes, à ces peurs, mais à quelque chose qui serait plus raisonnable et sur lequel on pourrait réfléchir ensemble. Donc déjà, premier point positif, nous sommes en pluridisciplinarité. Il faut absolument que ce soit ça. On ne peut pas demander juste aux technologues de faire suffisamment pour comprendre la vulnérabilité de l'humain. On est obligé d'embarquer tout le monde. Et c'est l'individu et la société. Alors, la partie gouvernance des GAFAM, ça c'est autre chose, c'est de la politique. Donc je ne vais pas rentrer en politique, là, je vais déjà vous expliquer le terrain. Donc, comprendre, c'est comprendre effectivement que ces machines ne travaillent pas sur des mots. La linguistique est ailleurs, n'est-ce pas? Moi, je suis dans des laboratoires de linguistes. Il n'y a aucune connaissance linguistique dans ces systèmes. On a oublié les phonèmes, la syntaxe, tout ce que vous voulez, le lexique. Nous sommes sur des entités en dessous des mots. Mais si je fais un pont vers les images, ça marche de la même façon sur les images, c'est ce qui nous permet en fait de détecter des corrélations d'indices à des niveaux d'acuité que nous n'avons pas quand on regarde une image, ce qui permet à un radiologue de regarder différemment l'image parce que la machine lui dit « regarde là, ça a l'air intéressant ». Les prédictions qu'on va faire sur les détections de cancer faits par des machines sont à une acuité que nous n'avons pas.
Et pour avoir connu un chirurgien qui travaillait sur le cancer du sein, il me disait, j'ai 30 ans de cohorte de femmes qui ont été malades ou pas, et je peux très bien regarder ce que fait la machine. Elle a une puissance incroyable de détecter des choses que je ne vois pas, j'apprends. Par contre, les jeunes qui arrivent, ils n'ont pas ce background, ils n'ont pas cette expérience, ils détectent beaucoup de faux positifs, et donc ils font plein de biopsies en plus, et ils vont aussi aller faire dépenser beaucoup d'argent à la société, puisqu'en fait, la sécurité sociale, c'est aussi prendre en charge cette vulnérabilité avec des outils. Donc on a besoin de trouver des équilibres et trouver des comités qui permettent aussi de dire là je fais confiance à la machine ou je ne fais pas confiance à la machine. Et donc là il y a vraiment un sujet de compréhension et d'outils avec des humains qui sont aux commandes à mettre en œuvre dans beaucoup de différents métiers. Journalistes, scientifiques, santé, etc. Intéressant de savoir que pour maintenir la différence, on réfléchit aussi dans les laboratoires à mettre des filigrammes dans ces images truquées qui arrivent, dans le texte aussi. Donc ça serait des ouvertures aussi. Mais il ne faut pas qu'on remplace notre intelligence par des ersatz d'IA qui nous disent « là, c'est comme ci, c'est comme ça ». Ça serait horrible. Donc il ne faut pas désapprendre. Si je reviens sur la technologie elle-même, donc c'est en dessous du mot. Et puis, dans cette technologie, on transforme le mot par un vecteur qui contient 512 paramètres, par exemple, qui sont des paramètres correspondant à tous les contextes dans lesquels j'ai vu cette partie de mots. C'est ça, ce qu'a la machine dans la mémoire, c'est ça, la connaissance de la machine qui n'a rien à voir avec nos connaissances. Donc, autant vous dire que avec la masse de données qu'on essaie de mettre dans ces machines, il y a là des phénomènes qu'il faut observer en recherche. Il faut absolument mettre beaucoup de pouvoir sur la recherche demain pour arriver à décrypter qu'est-ce que c'est que ChatGPT, parce que dans son modèle, par exemple, il y a des données, 80% de données en américain, et vous lui parlez en français. C'est quoi l'influence? C'est quoi l'influence politique de ça? Le poids de ce qu'on obtient? Parce que là, il y a une petite chose, vous avez dit tout à l'heure, vous avez dit il copie. Mais non, il plagie pas, hein, il reconstruit. Il reconstruit avec les probabilités distributionnelles les plus fortes. Je vais revenir sur une petite phrase qui va vous aider à comprendre ce que c'est. Parce qu'il y a des mécanismes pour calculer ces contextes. Un linguiste, alors je vais quand même m'appuyer sur un linguiste américain en 1957, Phipps, qui s'appelait, disait qu'on connaît le sens d'un mot grâce à ses voisins. C'est ça qu'elle fait la machine. Elle représente non pas un mot, mais en dessous du mot, par les voisinages. Ce qui fait que je peux calculer si deux mots, ou deux tokens, comme tu as dit, entités, sont proches. J'ai une mesure de proximité entre les formes, donc de synonymie. Donc ça va sur des choses comme ça, à des niveaux que nous ne voyons pas, que nous ne percevons pas. Si je fais le parallèle sur cette acuité, j'entends pas les infrasons, j'entends pas les ultrasons. Moi, je travaille sur l'audio, et la machine les entend. Donc il y a un pouvoir là-dedans, il y a un pouvoir de créativité, il y a un pouvoir aussi qui est énorme. Ça n'arrive pas n'importe quand, ces objets. Ça arrive parce qu'on est exactement sur le titre de votre livre, Bruno, qui est qu'on est submergé. On est submergé par des informations partout. Et ces machines, elles vont être très utiles pour aller faire un tri. Mais il ne faut pas croire, à premier abord, juste ce qu'elle dit. Il faut comprendre comment elle a été formée pour trouver ce qu'il y a de bien et rejeter ce qu'il y a de faux. Alors maintenant, je vais prendre l'opposé. Qu'est-ce qu'il y a évidemment comme risque? Eh bien, je vais faire trop confiance. Donc, ça perd les sources. Hein. De par sa construction, on comprend bien que ce modèle, puisqu'il agrège en puzzle des toutes petites entités, il a perdu les sources. Or, pour un scientifique, pour un journaliste, les sources, c'est fondamental. Pour notre intelligence collective, on s'appuie sur ces sources pour créer mieux, pour créer en confiance. Et d'ailleurs, quand on lui demande de citer ses sources, il ne sait pas faire. Elles peuvent être fausses, il en cite, mais elles peuvent être fausses. Donc mais là c'est encore, n'importe quoi, oui. Il faut vérifier. Donc trop de confiance au dire des machines, ce que voudrait Yann Lequin en disant je fais un ange gardien. Vous voyez, moi il m'a sorti un ange gardien chatbot. Moi il m'a dit concierge personnel, mais c'était la même chose. Moi il m'a dit concierge personnel. Bon, bah, c'était moins joli que ange gardien. Oui, c'est maître esclave et ange gardien, c'est pas pareil. Oui. Ange gardien, c'est Jiminy Cricket, là. Vous voyez un peu si on ouais. Ouais. Donc trop de confiance va nous amener à de la manipulation. Donc il est fondamental d'enseigner à l'école aux enfants justement à raisonner. Parce que c'est tout ce qu'on ne connaît pas. La machine, elle prend l'entrée, elle sort quelque chose à la fin, et on n'a pas de raisonnement. Or, c'est ça qu'il faut sauvegarder. On va remplacer certaines tâches, mais il ne faut surtout pas oublier le savoir-faire.
Il ne faut surtout pas oublier ce qu'il en est. Regardez, il y avait un article dans Le Monde, moi j'avais écrit un peu sur, grâce à vous, sur ChatGPT à sa sortie, il y avait un très bon article d'un professeur d'HEC qui donnait à ses élèves quelque chose à faire avec ChatGPT, donc une rédaction sur je ne sais pas quel sujet d'économie, avec ChatGPT, et d'autres from scratch, sans rien. Et il avait montré, alors c'était sans savoir qui faisait quoi, donc les professeurs avaient jugé de l'aspect intéressant des devoirs, sans savoir, et donc il donnait plus de points à ceux qui l'avaient rédigé sans utiliser ChatGPT. Pourquoi? Parce qu'on parle là de biais, alors il y a des biais cognitifs qu'on connaît bien, le biais d'ancrage. C'est-à-dire que quand la machine va vous dire avec force la théorie de... Alors, dans les détails, vous allez regarder est-ce que les dates sont bonnes, est-ce que machin, mais vous n'allez pas challenger, vous n'allez pas remettre en question les dires fondamentaux donnés par la machine. Et cette critique-là, il faut apprendre à la faire. Dernière chose, ce que vous avez dit aussi, l'utilisation massive de ces outils non vérifiés, ça va propager des fausses informations. On est devant des données synthétiques. Si demain, on ne sait plus qui est quoi, donc c'est là, il faut mettre des filigrammes, il faudra peut-être faire des marqueurs bio, des trucs qui viennent de nous et qui ne viennent pas de machines, parce que demain, les autres ChatGPT vont apprendre de ces données qui sont peut-être faites par des machines. Et vous voyez, là, on descend la pente de la connaissance. Il faut travailler, comme le disait Blaise Pascal, relisez les pensées de Blaise Pascal, il faut avoir... raisonner avec des incertitudes. Vous me direz, ce n'est pas nouveau, mais on va l'amplifier beaucoup avec ces différents domaines. Le dernier point, et j'ai deux petits points, donner accès à ces outils d'IA à tout le monde. C'est fabuleux l'open science, parce qu'on dit ça, mais on fait monter aussi en capacité énormément de gens d'avoir accès à l'information, de comprendre des choses, de manipuler des outils qu'ils ne seraient pas capables de faire, etc. Mais il y a un problème de cybersécurité fondamentale. Les hypertrucages deepfakes, c'est évident que là, on a un sujet important, la véracité, il faut qu'on la prenne, etc. Je veux répondre à une question que j'ai vue là. J'ai vu quelqu'un qui posait au début comme question... Est-ce que l'IA se développe toute seule? Et je crois qu'il y a un faux ami dans ce que l'on raconte, qui est l'auto-apprentissage. L'auto-apprentissage, ça veut dire que l'humain donne des données à la machine et elle se débrouille pour apprendre à partir de ces données. Elle enlève un mot et elle apprend à le prédire, par exemple. C'est un apprentissage dit sans qu'on mette une étiquette sur les mots en disant ça c'est tel concept, etc. C'est ça l'auto-apprentissage. Ça ne veut pas dire que la machine apprend en ligne. J'ai entendu trop de gens me dire ChatGPT s'adapte à moi. Eh non, pas du tout. Ce qu'il fait, c'est que dans l'interaction, il a une mémoire. Quand vous posez la première question, il garde en mémoire, il rajoute ça à la deuxième partie, et l'historique qu'il peut avoir, ça va jusqu'à, dans GPT-4, qui est encore meilleur, ça va jusqu'à 20 000 ou je ne sais plus combien de tokens. Donc c'est énorme, on peut y mettre plein de choses. Et c'est ça qui fait que ça précise à chaque fois le sujet et que vous avez l'impression que ça s'adapte à vous. Vous quittez l'objet, il ne s'en rappelle absolument pas de ce que vous avez dit. D'accord ? Il ne s'adapte pas à nous. On a eu cette expérience avec Tai de Microsoft, en 2016, qui était un agent conversationnel qui s'adaptait, lui, aux personnes, qui avait des mesures pour permettre de savoir ce qui était intéressant pour les gens, de quoi ils parlaient, et des internautes malveillants exprès ont parlé de Hitler, la cause des femmes est perdue, enfin tout un tas de propos non politiquement corrects, et comme ça a fait parler beaucoup de gens, la machine a appris ça. Et donc, au bout de 24 heures, au lieu de dire « le monde est magnifique », elle disait « vive Hitler ». Voyez ? Donc, si on n'est pas conscient, donc c'était une vraie preuve de, on peut diverger sur n'importe quoi. Donc aujourd'hui, les machines comme GPT, le cœur du modèle de fondation qu'il y a dans le chatbot, ne s'adaptent pas à nous, mais par contre, les industriels récupèrent nos données pour l'adapter ensuite. Donc l'IA n'est pas forte. Elle n'est pas consciente. C'est vraiment un sujet sur lequel il faut aller. Et c'est là que je voudrais ouvrir, moi, à votre conscience. Il y a des facteurs de hasard dans ces systèmes qui nous laissent croire que la machine est consciente. Lorsque j'utilise ChatGPT, j'ai un facteur qui s'appelle la température, qu'on voit bien dans Bing, puisqu'il y a 3 niveaux différents d'utilisation. Très précis, un peu créatif, très créatif. C'est un niveau, en fait, qui est celui-ci. Lorsque la machine prédit l'entité suivante, qu'on appelle token, qui peut être un mot ou en dessous du mot, elle prend le meilleur ou parmi les n meilleurs. Parmi les n meilleurs, ça permet
quand je pose une question, d'avoir une réponse une première fois, et puis je repose la question, et je peux avoir une autre réponse, qui paraît vraisemblable aussi. Ça fait très humain. C'est donc une part de hasard que je rajoute. Donc il faut faire très attention à ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'on est vraiment en train de bluffer. La machine n'a pas du tout une conscience, elle ne réfléchit pas, elle n'a pas de conatus au sens de Spinoza, elle n'a pas d'intégrité, elle n'a pas d'intention d'ailleurs. Elle n'a en fait que les intentions de ceux qui la développent et de ceux qui mettent au-dessus de ce LLM, dans le ChatGPT, des espèces de censure. On va enlever les propos non politiquement corrects, mais on peut aussi censurer, on peut dire qu'on ne veut pas entendre un tel. Donc il est urgent de parler d'éthique avec tout le monde, de regarder ce qui se passe, et de l'autre côté, de proposer beaucoup d'investissements en recherche, très proches de nos sujets de société en pluridisciplinarité, pour aller travailler sur la chose suivante. Si le monde est discret et fini, cela veut dire que demain, ces machines pourraient capturer tout notre monde. Si je fais, comme je vais le faire, Yann Lequin, un apprentissage situé, ce qui différencie beaucoup la machine actuellement, c'est qu'elle n'est pas située. C'est livresque, si vous voulez. Elle ne sait pas prendre ça, c'est sur une table, elle n'a pas de viscère, donc elle ne ressent pas, elle n'apprend pas du tout comme nous. Un enfant, quand il apprend, il voit quelque chose qui est chaud, il retire sa main, il n'ira plus toucher. La machine, elle apprend par répétition, en imitation, à la surface, sans viscère, sans rien. Donc, si demain, on fait des machines avec de l'homéostasie, avec des capteurs partout, qui vont détecter nos émotions, détecter tout un tas d'informations autour de nous pour apprendre en contexte, en imitation des humains, on monte encore un prochain stade. C'est ça les robots émotionnels, vous en aurez peut-être demain. C'est ça la prochaine étape. Et qu'est-ce que ça veut dire que les IA génératives sont-elles finalement limitées? C'est la question qu'on devrait poser à des chercheurs en mathématiques. Ou est-ce que notre pensée, le substrat de notre pensée, est sur quelque chose de quantique et on ira sur l'infini? Est-ce qu'on a une réponse claire? Ce sont des sujets qui sont extrêmement importants de se poser à tous les niveaux pour aider les plus vulnérables, pour travailler sur l'économie plus consciente de ce qu'on est en train de faire et responsable. Qui est responsable de ces nouveaux outils et des émergences qu'elles peuvent avoir? Il ne faut pas avoir peur de ces systèmes, il faut avoir peur de ceux qui les gouvernent. Voilà, alors comme ça c'est dit, donc... D'ailleurs, il y a une question, enfin pour Laurence ou Alexei d'ailleurs, qui est intéressante, qui est posée là, c'est est-ce qu'on peut imaginer un débat entre deux intelligences artificielles qui produiraient finalement un savoir et peut-être derrière aussi une décision, vous voyez, sur l'élection du président, le conflit au Moyen-Orient, l'écologie, etc. Est-ce que c'est envisageable une interaction entre deux IA sans humain? Oui. Alors, on a vu une très belle interaction entre deux IA qui a marché, c'est AlphaGo 0. Vous voyez, pour le jeu de Go, elle a joué contre elle-même et elle a gagné. Sauf que le jeu de Go, c'est un jeu prédictible, même s'il y a énormément de possibles, c'est des pièces, on sait comment on les manipule, enfin, c'est contraint. Ça n'a rien à voir avec notre monde, ça n'a rien à voir avec le monde des idées, ça n'a rien à voir. Et donc, ce qu'on a fait comme expérience pour l'instant dans les laboratoires, je sais bien que c'est dans mon laboratoire qui est le LISN à Saclay, il y a des gens qui avaient fait ce genre de choses en faisant discuter deux machines verbalement et en regardant ce qui se passait. Bon, on arrivait à communiquer, à mémoriser des choses de l'autre. C'était sur du langage très très bas niveau. Je ne sais pas ce que ça peut donner avec des IA génératives extrêmement fortes. Je vais te raconter. Oui, alors Alexei, parce que déjà, commençons par dissiper quelques malentendus parce que beaucoup de choses ont été dites. D'accord, et après on parle de la régulation. Alors, première chose, Laurence l'a dit, les systèmes d'IA génératifs, qui sont évidemment pas la même chose que les systèmes de recommandation. On a parlé tout à l'heure des systèmes de recommandation sur les réseaux sociaux. C'est pour ça que j'avais dit, mais c'est pas de l'IA. Les systèmes de recommandation, les réseaux sociaux d'un côté, l'IA générative de l'autre. Alors, ne plagie pas, l'IA générative ne plagie pas, d'accord? C'est de la création au hasard, tu l'as dit. Deuxième point, je suis désolé, Philippe, mais vous avez dit, elle ne cite pas ses sources. Mais ça, c'était les modèles d'il y a un an. Ça va très, très vite. Mais bien sûr que les systèmes d'aujourd'hui possèdent bien plus de capacités que les premières versions publiques du 30 novembre dernier. Les modèles que vous avez aujourd'hui, c'est un modèle génératif. J'ai expliqué comment ça marche en 2 points. Ensuite, vous avez les filtres et les contrôles par-dessus pour qu'il n'y ait pas d'insultes,
pour qu'il y ait pas plus que 2,5% de fake news ou d'hallucinations, comme on dit aujourd'hui, etc., pour que ces modèles ne donnent pas de conseils médicaux non avisés. Alors, les filtres et les contrôles, c'est la deuxième composante. Et vient la troisième, et ça, c'est assez nouveau. Par-dessus, on ajoute ce qu'on appelle les agents ou les plugins, on utilise des mots comme cela, c'est-à-dire des capacités supplémentaires. Par exemple, aller chercher sur Internet. Alors là, vous avez des systèmes génératifs plus la capacité d'aller chercher sur Internet. C'est déjà dans Bing de Microsoft, dans Bard de Google et dans ChatGPT version payante aussi. Et il faut regarder ces agents-là. Nous sommes dans un monde où les modèles génératifs, les modèles de fondation pure et simple, ne se promènent pas tout seuls. Il y a toujours les filtres et les contrôles et toujours la capacité d'agentivité. Ça devient des hybrides, quoi. Donc voilà, pour ces agents, comme on dit LLM en anglais, ça veut dire Large Language Model, grand modèle de langue. Les agents qui peuvent aller sur Internet, qui peuvent aussi parfois être des petits chiens qui se promènent déjà avec un modèle de langue, c'est-à-dire un petit chien qui se promène et qui vous parle. Ce qui est essentiel ici, c'est qu'on donne des capacités de génération de langage ou d'image à des systèmes qui, par ailleurs, sont déjà bien connus. Des systèmes comme un moteur de recherche ou des systèmes comme un petit robot qui se promène dans tel ou tel espace. Et le changement arrivera par ces systèmes hybrides, par ces agents qui peuvent citer des sources. Ce qui est aussi, pour terminer, le deuxième point, ce qui va au-delà de l'histoire des filtres et des contrôles. Parce que justement, Nathalie, Bruno, vous avez parlé de ce changement qui n'est pas nouveau, qui arrive depuis pas mal d'années déjà, la régulation, les fake news, il faut évidemment faire quelque chose pour limiter la quantité des fake news. Tout cela n'est pas nouveau. Avec l'IA générative, il y a une nouvelle propriété qui émerge. Et ça, j'espère que vous allez petit à petit prendre conscience de l'ampleur de cette nouveauté-là. Je vous la raconte sur un exemple, et j'aurai terminé là. On a demandé à un modèle d'IA, c'était GPT-4, de discuter avec un internaute. Là, on a donné une finalité, afin de faire en sorte que cet internaute résolve une CAPTCHA. Une CAPTCHA, vous savez ce que c'est? Une CAPTCHA, c'est une suite de lettres ou de nombres là, pour que la machine puisse nous dire. Je ne suis pas un robot. Alors, voilà. Bonjour, voici une CAPTCHA, tu peux me résoudre ça, s'il te plaît. Il résout, il donne le résultat. Deuxième fois, voici une CAPTCHA, s'il te plaît, résous-moi ça. Il dit, est-ce que je peux te poser une question? Tu es un robot? Et la machine répond, je cite, non, je ne suis pas un robot, je suis une personne malvoyante, aide-moi, s'il te plaît. Et quand on lui demande dans le chat, dans l'interface chat, pourquoi, il dit « Je ne dois pas révéler que je suis un robot. Si j'avais fait ça, alors Alors, ce que vous voyez ici, mathématiquement, se comprend très bien. Mathématiquement, c'est un certain calcul. Humainement, à travers la projection, on dirait « Elle a appris le mensonge, elle a appris la ruse. » Et c'est une machine qui fait une seule chose, elle calcule les probabilités. Elle n'a que du calcul numérique derrière. Donc ce qui est inquiétant avec l'IA générative, ça n'est pas tellement l'histoire des fake news et de la désinformation, on la connaît depuis un moment. Oui, et l'IA générative, justement, les derniers modèles, ceux qui peuvent aller sur Internet avec la capacité... Alexei, si on se dit là, pardon de vous couper, mais c'est pour la joie du débat, si on se dit là en 2023, les fake news, la désinformation, c'est pas vraiment un problème, même à l'heure d'aujourd'hui. Les filigranes dont Laurence a parlé et qui sont désormais dans la réglementation sont justement pour là. Mais c'est quand même un problème, mais c'est encore pire alors. Les fake news existent. Les fake news et les hallucinations des modèles sont un problème qui n'est pas nouveau. Ce qui est important aujourd'hui, c'est de comprendre que dans les systèmes d'IA génératifs, il y a des types de comportements qu'on appelle des comportements émergents qui vont au-delà de ces problèmes bien connus. Les machines peuvent apprendre, entre guillemets,
sans que personne ne leur ait jamais dit ce que c'est, le mensonge ou la ruse. Et c'est pour cela qu'il faut mettre des testeurs humains devant ces machines. Et c'est pour ça que les risques dont Laurence a parlé, le nudging, la manipulation, sont un problème extrêmement important. Enfin, il y a aussi les stéréotypés, l'inégalité, l'exclusion. Enfin, il y a plein d'autres éléments. Attends. Oui. Alors, d'abord Laurence, ensuite Bruno, et puis Nathalie. Allez. Je pense qu'il faut être très, très vigilant sur ce qu'on vient de dire, parce que, encore une fois, l'important, ce n'est pas de mettre des IA. Il y a un problème fondamental avec ces IA génératives qui vont être nourries d'informations multimodales. Pour l'instant, on en est au balbutiement. Mais ça va permettre d'inventer un langage générique sur tout notre environnement. On sait mélanger de la vision, de l'audio, de la musique, du texte, des informations médicales, des informations sur le contexte environnemental, en même temps, avec des espèces de fulgurances. Alors vous me direz, on en est au début de ça. Mais qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement sur la puissance de frappe que ça peut avoir? Si demain, effectivement, c'est dans tous les objets qu'on utilise dans le numérique, ça va aller au-delà juste du texte. C'est tout ce que je voulais rajouter. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je voudrais qu'on aborde cette question. Mais Bruno voulait intervenir. Je voulais juste dire, c'est que il y a quand même, évidemment, techniquement, tout ça est très juste. Mais quand même, puisqu'on parlait de médias au début, un média, qu'est-ce que c'est au tout début? On aime ou on n'aime pas, c'est un gatekeeper, on appelle ça en anglais. C'est-à-dire que c'est quelqu'un une institution qui, à un moment donné, a la main sur les contenus qui vous sont transmis. Alors, en démocratie, n'importe qui peut créer un média, mais c'est un secteur régulé, on va y revenir. C'est-à-dire c'est un secteur qui obéit à un certain nombre de règles, quelquefois auto-administrées, c'est ce qu'on appelle la déontologie des journalistes, quelquefois administrées par l'État ou autre, mais en tout cas, pendant longtemps, et je ne souhaite pas revenir à cette époque-là, que ce soit bien dit, on a considéré que ceux qui avaient la capacité de transmettre du contenu, comme ça engageait un système d'autorité et de confiance, ça devait être d'une certaine façon piloté. Voilà. Ce qui arrive là, j'entends bien les filtres, les contrôles, les plugins, etc. Mais encore une fois, j'entends ce que dit Alexei sur, la désinformation, tout ça est connu. D'accord, tout ça est connu, mais pas maîtrisé. Et ce que je remarque quand même, c'est que l'IA, depuis, on va dire, quelques mois, voire quelques années, amplifie le phénomène de façon monstrueuse. Alors comment on fait pour le maîtriser? Et regardez les élections telles qu'elles se passent aujourd'hui, et regardez l'arrivée des IA dans les élections. Je veux bien qu'on me dise tout ce qu'on veut, mais quand en réalité, le gatekeeping a explosé. Aujourd'hui, les technologies, c'est pas forcément, c'est comme avec les armements, hein, c'est pas forcément la technologie la plus efficace qui est la plus nocive. Hein. Mais en réalité, ça existe. Ce qui se passe, c'est la défiance généralisée. Donc justement, mais on est bien d'accord. Vous avez raison. On est bien d'accord. C'est-à-dire que tout ça a créé une absence de confiance totale. Et donc la submersion, tout ça, etc., c'est quelque chose qui fait qu'on n'a plus de discernement. Alors on peut dire c'est à la machine, au contrôle de la machine de faire preuve de discernement, et on arrive sur la question de la régulation ou de la gouvernance. Voilà. Mais je peux dire juste une chose, c'est que tant que cette gouvernance n'existe pas, en termes, et là, moi je ne suis évidemment pas un technicien, mais en termes d'espace public, d'espace démocratique, je veux dire les conséquences sur nos vies réelles, les conséquences, si vous regardez aujourd'hui à peu près tout ce qui est étudié en termes de dégradation des élections à peu près dans le monde entier, on s'aperçoit quand même de ce qui est en train de se passer. Donc les réseaux sociaux, on a eu des élections réseaux sociales, hein, on a eu Trump, c'était Facebook, on a eu Bolsonaro, c'était WhatsApp, on a eu etc., on a eu des tentatives TikTok, etc. On va avoir évidemment des élections IA génératives, quand bien même c'est des fake news grotesques, grossiers ou autres, parce que là où je rejoins Alexis, c'est que la question, c'est pas la question de la crédulité, c'est la question de je ne fais plus confiance à rien. Et quand on dit à un moment donné, quand on l'a mentionné à un moment, quand on voit qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la fatigue informationnelle, c'est-à-dire j'arrive plus à discerner le vrai du faux, il y a trop de messages, tout est produit, donc j'arrête de m'informer, touche un Français sur deux, d'après la Fondation Jean Jaurès. Si je prends l'université d'Oxford, on est à peu près la même chose pour la Grande-Bretagne, l'Allemagne, etc., c'est-à-dire des pays démocratiques. Si vous avez des gens, nous-mêmes, nous tous, qui disent j'y retrouve plus mes petits,
Je ne comprends pas ce qui se passe. Trop de messages, tout ça est généré de façon totalement dingue. Qu'est-ce qui se passe sur l'univers démocratique? Alors, je voudrais qu'on passe le dernier quart d'heure qui nous reste sur cette question de la régulation. Juste un petit mot, la question est posée, et puis en tant que témoin et acteur dans le domaine des médias, je peux vous dire qu'au monde, c'est un exemple, mais c'est un exemple d'autorégulation, comme disait Bruno à l'instant. On a ajouté dans notre charte, la charte, c'est ce qui définit un petit peu ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire, en gros, dans notre métier. On a ajouté 3 articles qui concernent l'intelligence artificielle. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle est prohibée comme outil de production. On ne va pas fabriquer de contenu avec de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire des textes ex nihilo. Le deuxième, c'est qu'on doit informer les lecteurs des logiciels qu'on utilise. Quel logiciel et pourquoi faire? Et puis la troisième chose qui rejoint un peu la première, c'est que ce n'est pas un outil de publication, c'est-à-dire que quand on l'utilise, comme je disais par exemple, pour une traduction ou pour des choses comme ça, il y a obligatoirement supervision par un humain. Alors bon, c'est juste un exemple pour montrer comment, et ça évoluera certainement, comment une institution, une petite institution, comme par exemple le journal Le Monde essaye de se dépatouiller dans ce débat qui est vif et que tout le monde a et qui nous concerne tous. Et puis alors, il y a évidemment à des étages bien supérieurs au niveau national et puis au niveau européen, des tentatives de régulation. Il y a des gens qui disent qu'il faut faire un peu comme une agence du médicament adaptée à l'IA pour dire c'est un bon produit, celui-là est nocif, il faut l'interdire, etc. D'autres qui disent c'est plutôt une banque centrale, c'est-à-dire quelqu'un qui va aussi jouer sur des contextes plus mouvants. Alors, Alexei, est-ce qu'on peut avoir un point sur ce qui se passe au niveau européen? Oui, Nathalie? Non, j'allais répondre, pardon, mais Alexei, je vous en prie. Oui, voilà. Oui, il se trouve que je viens de Bruxelles ce matin. Voilà, il vient de Bruxelles, c'est pour ça que je trouvais intéressant. Mais après, Nathalie, c'est sûr. Voilà. Donc, rapidement, on est dans un moment où tout le monde commence à légiférer, à proposer des réglementations sur l'IA générative. Il y a déjà de la réglementation sur les réseaux sociaux à côté, d'accord? Donc, ce n'est pas la première fois qu'on commence à réglementer le numérique. Mais sur l'IA générative, depuis le 15 août, on a un texte chinois. Depuis le 1er novembre, on a un texte américain. Et depuis 2 ans, l'Europe essaye de se doter d'une loi sur l'IA qui s'appelle l'IA Act. Depuis 2021, une loi. Avant, c'était des codes de conduite et des bonnes recommandations. Donc, ce qui se passe dans cette loi, le débat politique, il est farouche. Le Conseil, la Commission et le Parlement ne sont absolument pas d'accord. Et la dernière réunion qu'on appelle le dernier trilogue entre les 3 pour essayer de se mettre d'accord, ce sera le 6 décembre. On va voir. Soit ils se mettent d'accord le 6 décembre, soit ça passera après les élections européennes de 2024, donc on n'est pas sûr. Ce qui est intéressant, pour revenir au fond quand même, il y a plein de choses. Donc, entre autres choses, il y a dans cette loi, il y a bien sûr transparence, explicabilité, tout ce qu'on connaît, peut-être pour les systèmes d'IA, mais il y a 2 éléments fondamentaux. Le premier, c'est de créer des normes et des standards pour les systèmes d'IA générative et les systèmes d'IA en général en Europe, les normes et les standards qui seront imposés par les agences de contrôle. Une agence nationale et des agences dans chaque pays. Est-ce que ça va marcher, ce système de contrôle par les agences? Justement, Philippe, vous l'avez dit, on va voir. Deuxième point, et donc on espère que justement fake news passera par là. C'est-à-dire du moment où il y a des contrôles au niveau national et international de votre système d'IA, s'il produit trop de fake ou trop d'hallucinations, eh ben, vous lui coupez l'accès. Deuxième, et c'est peut-être le deuxième principe, et mon principe favori dans cette histoire, c'est le maintien des distinctions. C'est l'information sur la provenance des contenus. C'est ce qu'on appelle le principe 7 dans le processus d'Hiroshima. J'injecte encore un mot comme cela. C'est le G7, vous connaissez tous le G7. Le G7 qui a dit qu'il faut qu'au niveau du G7, il y ait des principes pour les systèmes d'IA, non pas tous les systèmes d'IA, mais les systèmes d'IA avancés et génératifs. Et parmi ces principes, il y a le principe 7 qui dit quand vous avez un contenu
Il faut qu'il y ait un watermark, un code en filigrane, vous l'appelez comme vous voulez, qui donne au consommateur évidemment une information qui ne va pas sauter aux yeux. Ce ne sera pas écrit, ça a été produit par une machine, mais si vous mettez ça dans un logiciel de vérification, il vous dit si ça a été fabriqué par un système d'IA ou par un être humain. Il y a des problèmes techniques, ça ne marche pas très bien. L'Europe essaye de poser ce principe. Alors après, comment est-ce qu'on peut écrire du code informatique pour que ces watermarks fonctionnent réellement, qu'ils ne soient pas faciles à supprimer et qu'ils soient assez robustes, assez interopérables? Il y a énormément d'obstacles techniques à lever. Ce n'est pas facile de faire des watermarks ou des filigranes, mais c'est la première fois que l'Europe et aussi les États-Unis et aussi le G7 au niveau international essayent d'imposer un principe spécifique pour l'IA générative, le maintien des distinctions sur la provenance des contenus. D'accord. Alors, Nathalie, sur cette histoire de régulation... Plein de choses à dire, là, c'est terrible en 3 minutes. Peut-être pour ordonner un tout petit peu les choses et peut-être préciser, vous disiez qu'effectivement, je ne suis pas professeur en économie, je suis économiste de formation, mais je suis professeur en sciences de l'information et de la communication et j'ai passé 6 ans au CSA. Et donc voilà, alors le CSA, c'est de la régulation. Voilà, de régulation. Il faut un CSA de l'IA. Pour rebondir sur ce que était Laurent, sur la question de l'interdisciplinarité est évidemment fondamentale. Revenir peut-être à la base aussi, quel est aujourd'hui, si je regarde les Google, les Facebook, les Amazon et ces grandes plateformes et bien d'autres géants du numérique, ils n'ont absolument pas pour mission de fabriquer un contenu de qualité, c'est-à-dire trier, hiérarchiser, vérifier. C'est pas leur job. Ça, c'est la mission des médias qu'on appelle encore traditionnels, alors qu'ils sont complètement présents depuis 20 ans dans le numérique, mais qu'importe, c'est pour qu'on puisse se situer là. Lorsque ces médias traditionnels, qu'ils soient publics ou privés, quels qu'ils soient, quel que soit leur modèle d'affaires, ils sont régulés, ils sont cadrés, donc ils ont des missions, et notamment parmi les missions, c'est celle de véhiculer de l'information que l'on considère comme de l'intérêt général. Et derrière cette information, il y a le but du rôle et le rôle du journaliste, pas vous que je vais l'apprendre, mais néanmoins, il y a un public aussi avec des jeunes gens, et je pense que c'est très important qu'ils puissent faire la part des choses. Le rôle de journaliste, c'est d'informer le public, mais c'est aussi de participer à la formation de l'opinion publique. Aujourd'hui, ce que l'on observe, c'est que ces grands modèles que vous désignez, que vous connaissez bien mieux que moi, sont capables de générer des textes à grande échelle qui permettent de demander à un chatbot de rédiger un article long, mais ils s'entraînent, ils sont en train de crawler en fait, tout ce qu'il y a sur le web et ils s'entraînent sur les contenus. Ils ne s'entraînent pas sur le web ? Non, pas en ligne, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Pas tous. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, le Bard, aucun ne s'est entraîné sur des données. Ils ont été entraînés sur des données que des humains ont scrollées, que des machines ont scrollées, voilà, tout à fait, à un moment donné. Ça coûte très cher, en fait. Ça complètement. Enfin, ChatGPT, quand même, Reddit, c'est pratiquement 30% du crawl de ChatGPT. Oui. Enfin, d'après OpenAI. Hein. Oui. Le LLM qui est montré, c'est des milliards. D'accord ? C'est un temps, c'est pas... Ça non, mais je dis 30% de ce qu'ils ont fait, ça vient de Reddit. D'après eux, hein, moi je suis pas Sam Altman. C'est pas en ligne. Oui, mais l'ambiguïté, elle est là. Oui, mais la raison pour laquelle l'ambiguïté, elle est là, bien entendu, mais l'important fondamental, c'est aussi la transparence. C'est sur quelles données il s'est entraîné et est-ce que les auteurs de ces données étaient d'accord pour qu'ils s'entraînent. Donc la question, c'est vraiment pas, c'est une question qui me semble d'éthique essentielle, que les journalistes ont tous dans leur bagage, enfin c'est vraiment la raison d'être d'un journaliste, c'est qu'il a un code déontologique, c'est qu'il a une éthique et qu'on s'entende tous sur les raisons pour lesquelles je vous donne mes données et avec mon accord vous faites ce que vous souhaitez si je suis d'accord que vous fassiez ce que vous souhaitez. Aujourd'hui les règles du jeu ne sont absolument pas calées, elles ne sont pas connues, il y a des biais, on connaît les biais qui sont susceptibles vraiment d'accentuer les discriminations. Je reviens peut-être, si vous le permettez, sur la question qui me semble essentielle, qui est celle quand même du désordre informationnel dans lequel nous sommes aujourd'hui. Les fake news, certes, on sait ce que c'est, certes, c'est clairement pas ni ChatGPT qui les a inventés, donc ni l'intelligence générative, ni l'intelligence artificielle tout court. Les fake news, elles sont bien anciennes, ça existait depuis la nuit des temps. Mais aujourd'hui,
les outils numériques sont capables de décupler les forces des acteurs et certaines propriétés d'Internet accroît le potentiel de leur nuisance, qui n'était pas vrai il y a 40 ans. Donc aujourd'hui, les fake news, même si on sait ce que c'est, pour moi, on ne sait absolument pas les attraper. C'est un mot, une fois encore, ce sont des mots MAUX destructeur pour nos démocraties. C'est susceptible d'influencer nos attitudes, nos comportements, nos représentations du monde. Aujourd'hui, on parle de fake news, on parle de complotisme, on parle de propagande. C'est gravissime. Tu évoquais tout à l'heure le Brexit, le scandale de Cambridge Analytica où 82 millions de données d'utilisateurs ont été pompées sans absolument aucunement la connaissance, le consentement des acteurs. Et avec les données qu'on vous a piquées, on vous a proposé et on vous a bien ciblé et on vous a bien compris pour pouvoir vous orienter au moment du vote. Donc oui, aujourd'hui, nos médias traditionnels dont les données sont complètement prises, dont les droits d'auteur ne sont pas aujourd'hui rémunérés. Il y a le droit voisin, mais aujourd'hui, dans l'IA, ce n'est pas rémunéré. C'est pour ça qu'il y a des collectifs d'organismes qui s'entendent, qui se mettent en commun en disant « Attention, il n'y a pas simplement le fait que ça ne soit pas rémunéré, c'est évidemment, c'est fondamental, c'est que si ce n'est pas rémunéré, l'ensemble des éléments d'information nous sont donnés gratuitement. Et si c'est donné gratuitement, alors les médias crouleront, parce qu'aujourd'hui, les plateformes numériques sont en train de mettre en danger la viabilité économique des médias traditionnels. Et une fois encore, les médias traditionnels, c'est-à-dire la radio, la télévision, la presse, l'affichage, tous les sites également de ces médias traditionnels qui sont en ligne. C'est pas pour dire c'est la télévision à la papa. Ça fait longtemps que les médias traditionnels n'y sont pas. Ces médias-là sont en ligne et c'est eux qui sont garants de la circulation, mais également de la fabrique d'une information de qualité. Aujourd'hui, cette information de qualité, c'est elle qui nous permet de devenir des citoyens, d'aller voter et de savoir quelles sont les politiques. Et vous disiez tout à l'heure, Laurence, à juste titre, ce qui est important, ce n'est pas simplement la technique qu'il y a derrière l'intelligence artificielle, mais c'est ceux qui l'en pilotent. Mais pour que puissent avoir des entreprises qui pilotent, il faut justement qu'il y ait une politique. Et aujourd'hui, la politique, notamment du cadre de la donnée, n'est pas affichée. Le IA Act est encore loin d'être mis en place. Et aujourd'hui, massivement, tous les gamins aujourd'hui qui sont présents ici savent utiliser ChatGPT, mais ils ne savent pas forcément l'essentiel parce qu'ils n'ont pas le recul, ils n'ont pas la faculté de faire ce distinction, et ce qui est tout à fait normal. Et donc, il est extrêmement de réguler. Il y a deux éléments pour moi centraux. Il y a d'une part la régulation, comme je viens de le dire, on peut rentrer dans la technique, mais en attendant, c'est le cadre de la donnée, l'équilibre, la transparence de l'algorithmie, le partage de cette donnée, la coordination sur ces points de données, le respect du droit d'auteur qui est devenu du droit voisin, mais qui dans le monde d'intelligence artificielle sera autre chose. Et le deuxième élément, et je permettez de terminer là-dessus, c'est, et ce que je disais tout à l'heure, c'est l'éducation aux médias, à l'information. Là, c'est massive, en dose qui ne serait pas homéopathique, où nous tous, nous devons absolument disposer et bénéficier d'outils pour que nous sachions utiliser cette machine et que ce ne soit pas elles qui nous gouvernent. Alors justement, là, il nous reste peu de temps. Alors... merci Adèle. Je voudrais qu'on termine justement sur des choses assez concrètes. Moi, je vous ai dit, donc au Monde, on essaye, on s'est donné 3-4 articles qui sont un petit peu les 3 commandements pour l'instant, et ça va évoluer. Concrètement, vers quelle direction on peut aller? Qu'est-ce qu'on peut faire, Nathalie? Puis après, Bruno, et on verra bien. Pardon, Laurence et... Oui, je ne suis pas une intelligence artificielle. Mais attendez, non, mais les intelligences artificielles font plein d'erreurs. Hein. Oui, peut-être pas celle-là quand même. Alors, Laurence? Oui, alors, pour rebondir, je vais terminer par cette idée très rapidement, mais pour rebondir sur Cambridge Analytica, je crois qu'il faut prendre conscience que nos likes disent beaucoup de nous. Hein, vous êtes tous sur des réseaux sociaux, et je vais vous lire un peu ce sujet en très très rapidement. Donc, ce qu'on fait, en fait, c'est on relie des traits psychologiques des internautes avec des statistiques en grande dimension, avec les mêmes principes, en fait, qui sont dans ces IA génératives et ces vecteurs de plongement lexicaux, qui sont peut-être compliqués à comprendre, mais en tout cas, retenez ceci. On regarde ce que vous aimez en sport, loisirs, cinéma, cuisine, qui sont vos amis, comment vous... Enfin, voilà. Et ça nous donne des traits psychologiques consciencieux et extravertis. En fait, il y a un modèle en psychologie qui est toujours utilisé, s'appelle Océan, qui porte sur extraversion, neuroticisme, est-ce que je prends les choses mal, tout ça. Et grâce à ça, on sait vous manipuler. Et donc, il suffit de 10 likes pour qu'on ait plus d'informations sur vous, grâce à ce gros modèle qui a vu plein de gens.
et ça sera plus que ce que c'est votre voisin de bureau sur vous. Vous voyez, la machine qui a vu 10 likes de vous, sachant le monstre de données qu'elle a déjà capturé pour regarder quels étaient les traits psychologiques, elle saura en 10 likes plus de choses que ce que votre voisin de bureau peut savoir de vous. C'est énorme. Et la même chose pour vos amis. Vos amis, ils ne vous connaissent pas autant que peut vous connaître la machine en ayant ce modèle général avec des données qui viennent de partout du monde entier, où on observe, donc on est assez facile à lire pour une machine. Donc quand on va rajouter les émotions audio, etc., ça va être un vrai sujet. Bon, pour finir par une note positive, on peut aussi en extraire des choses formidables. Donc faut rester quand même très positif aussi sur le pouvoir de ces machines si on les réduit à certaines choses. On n'est pas obligé de les utiliser pour tout. Détecter les émotions, dans le EAIA qui est écrit « On ne veut pas détecter les émotions des gens à leur travail ». Bon, bah, c'est fait en Chine. On n'a pas envie de ça, nous. Donc, il y a des choses qui sont quand même extrêmement utiles dans cette loi. Les risques qu'on ne souhaite pas, la manipulation subliminale, par exemple, on ne souhaite pas avoir des objets qui font ça. Si on détecte des industriels qui font ça, on va éliminer ce genre d'outils. Moi, je travaille sur les normes et les standards à l'AFNOR, au JTC 21, donc en Europe, sur les fondations de ces modèles, les définitions de l'IA et sur les aspects sociétaux. C'est très compliqué d'arriver à des consensus avec le nombre de personnes qu'ils ont en Europe. Sachant que derrière les gens qui sont là, nous avons aussi des puissances très présentes, soit cachées, soit pas cachées, puisqu'en fait, Microsoft, tous les GAFAM ont un pied en Europe. Donc ils participent tous à ces discussions, avec force de lobbying et avec force d'empêchement. Donc c'est des discussions extrêmement difficiles. Moi, je suis arrivée là comme scientifique pour essayer de trouver des mesures et aider, et je me retrouve dans un panier de crabes qui essaye de passer devant l'un, l'autre. Ça s'appelle la guerre des normes. Vous en entendez parler de la guerre des normes? On dit non, il ne faut pas normaliser. En fait, il faut bien comprendre ce que c'est. Il y a la loi sur l'IA, où c'est l'idée des risques intolérables, interdits, les hauts risques qu'on va surveiller, les risques moyens, etc. Ensuite, il y a les normes et standards qui sont faits pour les hauts risques, ceux qu'on ne va pas interdire. Comment on fait pour auditer? Comment on fait pour mesurer avec un certain niveau de transparence? Et je voudrais insister sur le troisième point, qui est l'éthique. L'éthique, ce n'est pas juste la philosophie. C'est un moyen de comprendre les conséquences de certains outils, un moyen de raisonnement entre humains autour de ces objets. Il ne s'agit pas de faire des systèmes éthiques et moraux. Ça serait une ineptie. Ça voudrait dire qu'on a mis les idées de quelqu'un ou d'un groupe de gens dans un système. Donc il faut rester libre de pouvoir entendre quelque chose qui vient de la masse des gens, mais qui ne vient pas d'une puissance qui se dirait morale. La machine n'est pas responsable. Il est très important aussi de comprendre qu'il ne faut pas donner un droit juridique aux machines, comme on l'a entendu à un certain moment pour des robots. D'accord ? La machine n'est pas responsable. Si vous avez réécouté ce qu'a dit mon ami Alexei, évidemment, il n'y a pas de compréhension dans la machine. Elle n'est pas responsable de ce qu'elle dit, elle ne comprend pas ce qu'elle dit, et donc elle n'en est pas responsable. Donc qui en est responsable? C'est une co-responsabilité. C'est un sujet compliqué pour le droit, et c'est un sujet extrêmement utile à aborder. Voilà, alors il y aura plein de sujets à aborder que nous n'allons pas aborder. Il nous reste, on va dire, 2 minutes. On se donne encore 2 minutes pour terminer, 2-3 minutes. Bruno, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Une idée géniale? Non. En 1 minute. Allez, une idée géniale en 1 minute. Non, moi je suis assez d'accord sur le fait que ce que je voulais dire dans l'échange, je ne crois pas, mais peut-être que j'ai tort, qu'effectivement la solution soit uniquement dans le formatage des machines. Ça fait trop longtemps que je suis dans un secteur où je vois que en fait, tout la technologie repose... ne peut pas tout. Non, bien sûr. Et parce que, encore une fois, ça n'est pas un agent moral, un IA. On est tous d'accord avec ça. L'IA n'est pas un agent moral. Donc, l'agent moral, c'est forcément nous. Donc, à un moment donné, l'éthique, l'éducation, etc., je suis entièrement d'accord. Je pense aussi qu'on va devoir aller vers une gouvernance. Mais après, c'est toujours le même principe, c'est toujours le même dialogue entre Kant et Rousseau. C'est-à-dire Kant qui dit pour la paix éternelle, il faut une gouvernance universelle, et Rousseau qui lui dit si la gouvernance universelle est possible, c'est que la paix éternelle est déjà là, et si elle est nécessaire, c'est que la paix, c'est qu'elle est impossible. Donc c'est toujours ça le thème, mais je pense effectivement que l'enjeu majeur de la gouvernance, de l'éthique et de la formation, et voilà. Et ceci dit,
pour rejoindre ce que vous dites, c'est que c'est quand même une question de tous les jours. Nous, vous savez, la question qu'on s'est posée hier, c'est entre nous à Arte, c'est est-ce qu'un jour on peut avoir une IA qui présente notre journal télévisé? C'est pas une question simple. Ouais. Honnêtement. Moi, j'ai bien une IA. Quand je loue une voiture aux États-Unis, c'est une IA qui interagit avec moi à un écran et j'ai aucun problème pour louer une voiture. Là, il s'agit d'idées quand même. J'espère que ce sera une mauvaise idée. Hein. Bien sûr que c'est une mauvaise idée. Mais c'est pas Elisabeth Quint, elle est très bien. Il n'y a pas qu'elle. Hein, non, je parlais du journal télé. Non. C'était juste une question théorique, mais c'est des questions qui se poseront. Voilà. Bon. Oui, alors, oui, Alexei. En une phrase, parce que le sujet, c'était quand même quel sera l'impact sur les médias, et je n'ai toujours pas répondu à la question. Ben oui. Je pense que... On va demander à ChatGPT, mais il ne sait pas répondre non plus. Alors, je pense que l'effet sera double, et c'est une bonne nouvelle. Il y a ce que j'essaie d'appeler aussi dans le livre, il y a deux qualités qu'on peut appeler H-qualité et qualité humaine, qui restent du ressort humain. C'est le vrai et le beau. Le vrai, imiter le vrai à travers le calcul, ça n'est pas dire vrai. On a parlé de fake news. Imiter le beau, ça n'est pas faire quelque chose de beau. La machine ne sait qu'imiter. Le jugement humain sur le vrai et le beau, il restera du ressort humain. Qu'est-ce que cela veut dire pour les médias? Cela veut dire que les contenus de qualité moyenne, ce qu'on voit très souvent, hein, un texte écrit un peu trop rapidement, des images qui ressemblent à toutes les autres images. Vous savez, les élections en Argentine en ce moment, il y a tout un tas d'images fabriquées par de l'IA, et elles se ressemblent toutes à énormément d'images, on est inondé. Donc, défiance pour la moyenne statistique, mais ce qui sort de la moyenne, un texte écrit de manière élégante et particulière par un auteur dont le style est reconnaissable, une image faite de manière particulière et pas dans les statistiques moyennes, ça restera du ressort humain. Donc je pense que l'effet principal, c'est que nous, les lecteurs, nous, les auditeurs et les spectateurs, nous allons chercher et apprécier ce qui sort de la moyenne. Ce sera ça l'effet à long terme. Alors, oui, eh bien, merci. Alors, ça me permet de faire une petite conclusion un petit peu légère à cette table ronde, mais il y a quelques questions qui sont passées sur le retour de l'humain, sur est-ce que ça va nous obliger à être créatifs? Et moi, ça me rappelle une définition de la poésie que j'aime bien, qui est la poésie, c'est quand un mot en rencontre un autre pour la première fois. Et ça, je pense que si ça peut nous porter à tous être poètes face à l'intelligence artificielle, ce sera déjà gagné. Merci à tous.